pourquoi et comment automatiser un entrepôt? Pour répondre à cette vaste question, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau 4 experts de ce secteur, 4 experts à qui je vais demander de bien vouloir se présenter. Commençons par mon voisin de gauche. Bonjour, Hubert Paoli, Hub1. Donc, juste pour resituer Hub1 sur ce marché, Hub1 c'est 550 personnes. On fait à peu près 150 millions de chiffres d'affaires et notre métier c'est de digitaliser, d'accompagner nos clients dans la digitalisation autour de 3 domaines. Donc 2 domaines qui sont assez lointains du sujet d'aujourd'hui mais qui sont quand même connexes. Les réseaux, on est opérateur télécom, donc ça veut dire mettre en place du Wi-Fi, des solutions IoT. C'est 4G Pro, 5G Pro. On a une deuxième activité qui est de la cybersécurité. Et la troisième activité qui est plus en lien avec le sujet, autour de la traçabilité de la mobilité. Donc historiquement, Hub1 est plutôt connu comme étant un intégrateur de soft et de hard dans l'entrepôt sur des terminaux radiofréquences, de la RFID, des imprimantes code barre. Et puis également la mise en place de solutions logicielles pour aider le préparateur. Et notamment, c'est des solutions vocales, c'est du put, du pick-to-light. Et donc, assez légitimement, ça fait quelque temps qu'on voit arriver l'automatisation dans l'entrepôt. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut accompagner ça tout en restant proche du préparateur. Et donc, on s'est orienté sur les robots AMR, qui sont finalement des robots qui sont pensés et conçus pour travailler pour et avec les opérateurs. Et comment on les équipe déjà, c'était assez légitime de développer un WCS, WES qui s'appelle Horus et qui va venir réordonnancer les missions du WMS pour faire que ces robots AMR puissent bien cohabiter avec les humains. Eh bien, nous en saurons un peu plus tout à l'heure à l'issue de ce débat. Loïc, AutoStore. Bonjour, donc Loïc Ozon, moi je suis en charge du business développement pour AutoStore. AutoStore, en fait, c'est le pionnier du stockage robotisé cubique. Donc on a une solution aujourd'hui robotisée de préparation et de stockage automatisé. Le gros point fort d'AutoStore, je dirais aujourd'hui, c'est sa densité. C'est la solution aujourd'hui mécanisée qui est la plus dense du marché. À titre d'exemple, on est capable de loger un assortiment de drive entre 10 000 et 15 000 refs sur à peu près 500 mètres carrés. Donc c'est une grosse différence. AutoStore, c'est une société qui a 20 ans d'existence, 700 systèmes installés dans le monde entier. Aujourd'hui, nos clients vont de l'industrie à la grande distribution, en passant par le retail et les logisticiens qu'on va pouvoir voir par la suite avec Arvato. Société norvégienne présente en France depuis un an, une année à peu près. Un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans plus. Exactement. Monsieur Rocher. Bonjour. Donc, Olivier Rocher, je suis le fondateur de la société Scalog, qui est une entreprise que j'ai créée il y a 8 ans maintenant. On est une entreprise française et une entreprise technologique qui a développé une solution à la fois robotique et software. Je mets vraiment l'accent sur le soft parce que c'est vraiment une part très importante de notre solution qui vise en fait à robotiser tout ce qui est préparation de commandes, gestion des inventaires, réapprovisionnement d'une zone de stockage. Donc on a développé cette solution, on a déployé dans une quarantaine de plateformes logistiques. On est présent dans environ 8 pays aujourd'hui. On a notamment noué un nouveau partenariat aux États-Unis avec Bastian et on a des premières signatures avec des déploiements prévus en cours. On en avait parlé à la dernière, donc c'est des choses qui avancent. On a vraiment une vision de la robotisation de demain qui vise à vraiment apporter des solutions extrêmement agiles et souples pour permettre de faire face à cette évolution du marché. Ce qu'on a pu voir ces dernières années, il y a eu forcément une accélération forte de la demande en termes d'automatisation, de robotisation, et on pense que voilà, Scalog s'inscrit dans cette vision. Merci, Lionel Javon. Bonjour, je suis Lionel Javon, en charge de l'ingénierie logistique et de l'excellence opérationnelle chez Arvato France. Arvato, c'est un groupe allemand qui fait de la logistique contractuelle pour un certain nombre de clients. C'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne et aux USA. On accompagne nos clients dans 3 business units, le healthcare,
Pour info, nous contribuons à la distribution actuellement des vaccins Covid en France. Une autre business unit qui est le tech et enfin le consumer product avec du fashion et de la beauty. Merci pour ce tour de table. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'ils peuvent dès à présent poser leurs questions aux intervenants tout au long du débat via le chat, et les intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin de leur présentation et à la fin du débat. Alors cette première question, pourquoi aujourd'hui on automatise? Qu'est-ce qui est le driver de l'automatisation dans les entrepôts? Qui souhaite répondre à cette vaste question? Je vais me lancer. Allez. Mes confrères compléteront. Je pense qu'un des points, à mon avis, principaux, hein, c'est avant tout la recherche de rentabilité, mais pas dans le sens réduction de coûts, parce qu'on voit souvent le spectre du robot qui va remplacer l'homme. Non, on est plutôt dans une logique où on va aller suivre la croissance, et donc on a besoin de ces systèmes mécanisés pour être capable de servir cette demande aujourd'hui. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Je dirais le deuxième paramètre que je vois aujourd'hui, c'est tout ce qui va concerner le service client. Comment j'améliore ce service? Il y a des exigences de plus en plus fortes, des croissances folles. Hein, pendant les 5 dernières années, c'était 20% une croissance à 2 chiffres sur l'e-commerce. Donc fantastique. Donc ça tire sur l'ensemble des supply chains. Et ben derrière, il faut pouvoir répondre à cette demande-là. Et puis, en complément aussi, il y a comment j'améliore les conditions de travail de mes opérateurs. Et la mécanisation est un des éléments qui va apporter du plus sur ces sujets-là. Mais j'allais dire, ce qui est frappant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude de solutions différentes qui correspondent à des besoins, et ces solutions n'existaient pas avant. Alors, est-ce que justement, cette accélération de l'automatisation ne correspond pas justement à cette profusion de nouveaux outils qui sont en plus des outils très souvent autonomes, scalable, hein, puisque d'où le nom de Scalog par exemple, qui n'existaient pas auparavant et qui permettent aujourd'hui à des sociétés, y compris des sociétés de taille moyenne, hein, à automatiser. Oui. Je pense que je suis tout à fait d'accord sur les raisons de l'automatisation en termes de tout ce que peut apporter la robotisation en termes d'ergonomie, de productivité, etc. Néanmoins, je pense que s'il y a un effet d'accélérateur aujourd'hui aussi, c'est parce qu'il y avait certainement des freins, parce que l'automatisation existe depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a déjà des sociétés qui s'étaient automatisées il y a bien longtemps. Néanmoins, on voit une accélération liée à la fois effectivement à une demande de plus en plus forte, notamment dans l'e-commerce, mais aussi des barrières qui ont été levées avec des nouvelles solutions qui permettent d'être beaucoup plus agiles, de ne pas avoir des solutions complètement rigides et figées, et qui peuvent s'adapter plus facilement à des évolutions de produits différents, de profils de commandes différents. Et je pense que c'est vraiment ces freins qui ont été levés et qui mettent en exergue cette accélération de l'automatisation aujourd'hui. C'est vraiment les deux qui viennent montrer tout un tas de déploiements qu'on ne voyait pas auparavant. Avec un environnement aussi favorable, Bien sûr. La montée en puissance de l'e-commerce, par exemple, qui a été aussi un élément qui a favorisé ce mouvement. Toute la législation qui était aussi mise en place pour lutter contre les TMS, tout ça. Je dirais qu'on voyait quand même déjà un accélérateur il y a quelques années. Hein. Effectivement, le Covid a été une forte accélération, mais même avant, il y avait déjà de plus en plus d'entreprises qui commençaient à adopter la robotisation. Et d'ailleurs, nos clients qui étaient déjà équipés avant en ont bénéficié au moment de cette période de transformation où ils avaient besoin de pouvoir passer du flux qu'ils n'auraient jamais été capables de faire en manuel. Alors, Hubert, vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez, Aboine vient du monde de l'auto-ID, de l'identification automatique, et puis progressivement, il vous est paru nécessaire, indispensable même, d'aller vers l'automatisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et de quelle manière vous avez vu justement ce monde de l'automatisation évoluer et la nécessité
Je vais rejoindre mes collègues. Effectivement, en fait, on a un marché où finalement, que ce soit en B2C ou en B2B, où le lead time devient, il faut qu'il soit le plus court possible. Il y a une vraie pression vis-à-vis des logisticiens à ce niveau-là. Et un des facteurs limitants, c'est bête à dire, mais c'est l'homme, dans sa capacité à reproduire. Et on a des clients qui aujourd'hui viennent à nous en nous disant « j'ai des problématiques de TMS importantes » ou « je ne peux pas aller plus loin dans ma productivité en restant à isopérimètre et donc il faut que je trouve des solutions ». Alors, ce qui est fabuleux, c'est que finalement, avec l'évolution de la robotisation, c'est qu'on a plein de solutions très différentes qui sont envisageables. Et j'ai envie de dire que peut-être sur un même entrepôt, on peut avoir différentes solutions qui sont implémentées par rapport à ce qu'on veut faire et aux clients, à la typologie des produits qu'on a à préparer. Et donc, effectivement, dans le cas présent, nous, avec les robots AMR, on se rend compte que on a mis en place de la vocale, on a mis en place du put to light, et les robots vont amener une complémentarité. D'ailleurs, on peut utiliser ces solutions-là avec les robots AMR et ne plus faire porter tous les déplacements par l'opérateur, soit par un cariste, parce que finalement ça coûte trop cher, soit parce que l'opérateur il passe son temps à pousser un chariot. Est-ce que vous pouvez rappeler en 2 secondes ce que c'est qu'un AMR? Un AMR, c'est un petit robot qui a un ensemble de capteurs qui sont les lidars, des caméras 3D, et qui lui permettent de voir son environnement. On lui détermine une zone dans l'entrepôt où il a le droit d'aller, où il n'a pas le droit d'aller, des flux, enfin des zones où il peut aller de manière préférentielle, mais il peut aller partout. Dès lors qu'il a l'autorisation, ce n'est pas un AGV. Un AGV, c'est un robot qui va suivre un chemin précis, identifié, qui va s'arrêter effectivement si son chemin il est obstrué, mais il ne va pas pouvoir l'éviter. Le robot AMR, lui, il peut éviter un humain, éviter un chariot, parce qu'il va, entre guillemets, le voir d'un point de vue informatique. Et donc, l'idée des robots AMR, notamment sur du picking, c'est plutôt de faire du picking par gare ou du picking par zone, où l'opérateur va moins bouger, et je vais amener des robots à lui. Oui. Alors, le robot AMR, c'est dans un entrepôt où finalement, on change rien dans l'entrepôt, ou quasiment rien. On va changer des flux, des process, mais on ne va pas on va pas utiliser une zone de l'entrepôt pour de la robotisation. Les robots sont au milieu des humains. La mission, c'est d'aller vers le préparateur de commande. C'est d'aller vers le préparateur. On va avoir le robot qui va porter la commande. Souvent, c'est l'opérateur qui porte la commande, qui va suivre un chemin de picking. Et donc, à la fin de la journée, c'est peut-être 10-15 km qu'il va réaliser. Là, l'idée, c'est que ce soit le robot AMR qui fasse ce chemin de picking et qui vienne aux préparateurs qui, eux, vont rester dans des zones de l'entrepôt. D'accord. Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu, donc je vous laisse continuer. Mais vous ne savez plus où vous en étiez. Bon, c'est rien, on y reviendra tout à l'heure. Lionel, donc vous êtes un 3PL. Hein, vous l'avez dit, et vous mettez en place des solutions automatisées dans vos entrepôts, parfois oui, parfois non. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les motivations qui font qu'à un moment donné, vous prenez la décision d'automatiser un entrepôt? Alors effectivement, mes 3 collègues ont expliqué les vertus de l'automatisation. Notre principale motivation lorsqu'on automatise, c'est de répondre à la demande client, en fait. Effectivement, derrière automatisation, on entend gain de productivité, etc. Mais la gain de productivité n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen d'y parvenir parce que on se rend compte que les gains de productivité vont nous permettre d'amortir l'investissement et d'amortir aussi la maintenance et la structure managériale qui va être nécessaire à faire vivre et à piloter cette automatisation. Donc finalement, le gain de productivité, la performance économique n'est qu'un moyen de parvenir en fait à ces fins. Dans le monde du e-commerce, par exemple, on fait face à des besoins en capacité de volume et on peut avoir des activités qui font x3, x10 sur des périodes comme le Black Friday. Si je prenais un exemple et qu'on soit sur une activité full manuelle, par exemple, qui nous impose d'avoir 100 préparateurs en coût direct et qu'une solution automatisée nous permet d'en avoir que 30, le jour où on doit faire x3 ou x10, c'est beaucoup plus simple de passer de 30 à 100 que de 100 à 300. D'autant que ça induit un certain nombre de coûts, puisque on ne peut pas faire ces ramp-up du jour au lendemain. Ça nécessite de recruter le personnel bien en amont, etc. Voilà.
Donc j'ai expliqué donc ces motivations, c'est de répondre à la demande, d'être robuste donc du coup face aux variations de charge et de maîtriser aussi les temps de traversée des processus, c'est-à-dire être sûr que lorsqu'on reçoit une commande, au bout de combien de temps elle sera prête. Et effectivement, l'automatisation permet de garantir, ou en tout cas améliore, la stabilité de ce temps de cycle et de ce temps de traversée de processus des commandes pour mieux satisfaire nos clients. Il y a d'autres vertus aussi avec l'automatisation, puisqu'on voit que les coûts de main-d'œuvre directe baissent, mais en contrepartie, on crée des métiers plus attractifs pour nos mainteneurs, des métiers plus attractifs pour nos pilotes de flux. Donc, ça rend l'entreprise plus compétente, ça rend l'entreprise plus attractive, on diminue nos turnover et on acquiert une réelle expertise qui est reconnue chez nos clients. Ça, c'est une autre vertu. Effectivement, d'un côté, on a moins besoin de coûts directs et on a une meilleure employabilité du personnel, puisque en réduisant leurs tâches inutiles comme les déplacements et les temps d'attente, on a des postes qui sont plus ergonomiques, plus faciles à prendre en main. Les gens sont formés plus rapidement, plus facilement, et puis on peut les faire tourner sur différents postes pour éviter les gestes répétitifs. Et d'un autre côté, on a donc du personnel hautement qualifié. C'est relativement récent, hein, ce mouvement qui pousse les prestataires logistiques, les 3PL, à s'automatiser. Alors peut-être moins récent en Allemagne, où vous êtes très présent, mais c'est quand même quelque chose qui s'amplifie avec le temps. Exactement. C'est vrai que chez Arvato, nous avons la chance de faire partie d'un groupe qui investit énormément en automatisation, qui ne se fixe aucune limite en termes de technologie. On travaille avec de l'AGV, avec de l'AMR, on travaille beaucoup avec AutoStore. On a quelques idées aussi sur du Scalog et des étagères qui bougent toutes seules. On a quelques use cases aussi en tête. On est sur un groupe vraiment qui investit, qui a un grand service, un grand bureau d'études d'ingénierie qui développe même sur des automatisations simples telles que le convoyage, les systèmes à gare, les pick-to-light. Nous développons aussi nous-mêmes notre propre WCS. Évidemment, notre objectif, ce n'est pas forcément de nous substituer aux intégrateurs, puisque dès qu'on rentre dans des systèmes automatisés complexes avec des robots autonomes tels que effectivement du Scalog, de l'AMR ou de l'AutoStore, il y a quand même une certaine forme d'intelligence du robot qui fait partie du métier de l'intégrateur. Comment vous le voyez évoluer ce marché? Là, on entend donc le témoignage d'un prestataire logistique international, mais est-ce que vous voyez des secteurs qui sont plus favorables à l'automatisation que d'autres? Je pense à des secteurs comme la pharma, par exemple, qui a été très à la pointe dans ce domaine-là, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui aujourd'hui ont recours à l'automatisation, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années? Je pense que la réponse est chez l'acteur logistique, mais enfin, du point de vue moi, que je peux avoir, effectivement, l'activité était beaucoup sur les industriels, sur les logisticiens, et puis finalement on se rapproche de plus en plus du client final. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans le retail. La grande distribution est en plein dedans, et c'est des mouvements assez récents. Donc on évolue, je pense, pour moi, dans ce sens-là. Oui. Quand les clients viennent vous voir, c'est quoi leur exigence, enfin leur prérequis? Ce qu'ils souhaitent, c'est d'abord de la performance opérationnelle, c'est du retour sur investissement, c'est de la vitesse, c'est de la... C'est assez différent d'un secteur à l'autre finalement, parce que quand on va adresser un client qui est dans le B2C ou dans le B2B, ou nous on a pas mal de clients aussi dans l'industrie, qui vont préparer des kits de fabrication, si vous voulez, ils vont être surtout axés sur la sécurité des produits, la fiabilité des préparations, beaucoup moins sur les performances, les cadences. Ils ont des volumes plus faibles que dans le B2C, où là on va traiter un volume de préparation beaucoup plus grand, avec une variété de commandes très diverses. Donc les enjeux sont pas les mêmes. Après, il y a... on l'avait résumé au début, hein, c'est effectivement, en règle générale, il y a quand même une recherche de gains de productivité. Ce qui va être regardé finalement, avant tout, je pense, c'est le ROI. C'est la particularité, je pense, qu'il y a chez les 3PL par rapport à tous les autres acteurs, c'est que qu'on peut avoir en direct, c'est qu'eux ont leurs propres clients avec un contrat de durée limitée.
et donc ils ne vont pas pouvoir se permettre d'investir avec une rentabilité sur 5, 6, 10 ans, parce que c'est beaucoup trop long. Et ils ont un raisonnement aujourd'hui plutôt monoclient, un investissement dans une solution pour un client. Nous, justement, on essaie de pousser pour faire du multi-client dans les zones Scalog. Néanmoins, avec cette réflexion-là, il faut avoir des ROI qui soient suffisamment courts de 2-3 ans pour que la solution soit éligible et soit effectivement intéressante pour le prestataire logistique. C'est cette particularité, je pense, qu'il y a chez les 3PL par rapport à tous les autres qu'on peut adresser. Même si je pense que le sujet du ROI, qui est souvent central, on voit une évolution sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on se rend compte, et les clients se rendent compte aujourd'hui qu'ils n'adressent pas tout. Il y a plein de paramètres qu'on ne va pas retrouver dans le ROI, et notamment sur tout ce qui est service apporté aux clients. Et ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à chiffrer. Et je rebondis sur ce que disait Olivier tout à l'heure, sur le fait qu'avec ces solutions robotisées, aujourd'hui, on a des systèmes de plus en plus agiles, de plus en plus capables de s'adapter. Et donc, on est moins dans une logique où on se dit, dans 3-4 ans, il y aura un nouveau système, il faut que je change. Non, les systèmes évoluent. Avec la croissance de l'entreprise, avec l'évolution des technologies, on peut tous les upgrader. Et donc, on n'est plus dans cette logique de 2, 3, 4 ans. Alors, effectivement, il y a toujours le sujet 3PL avec des contrats limités dans les 3 ans. Mais pour les autres clients, pour nos clients, on rentre dans une autre logique. Aujourd'hui, on a des autostores qui ont 20 ans d'existence, qui ont été upgradés au fil de l'eau. C'est un peu comme un Lego, quoi. On peut, exactement. On peut l'augmenter comme ça en fonction de... Voilà, finalement, il n'y a que l'espace qui marque les limites du système, quoi. Oui. Au-delà de ça, je pense on a tous des solutions qu'on peut facilement réutiliser pour d'autres usages. Et donc là, on mettait une mécanisation en se disant, il ne faut pas que mon flux il bouge, parce que sinon, je vais faire un investissement massif, mais je n'ai pas de visibilité suffisante, donc j'y vais pas. Aujourd'hui, les solutions sont suffisamment malléables pour pouvoir réutiliser toutes les solutions qu'on a autour de la table, pour les réutiliser pour d'autres clients, ou voire même les démonter et les remonter ailleurs, sur un autre entrepôt. C'est possible. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des phénomènes qui se développent, en tout cas, je ne sais pas sur vos marchés, mais sur les marchés des AMR, qui est le RAS, le Robot as a Service. Et donc on peut se dire, j'ai une flotte de robots, j'investis quelques robots pour voir déjà. C'est du leasing, quoi. C'est du leasing, mais c'est même plus que ça. C'est-à-dire que sur des pics d'activité, je vais être en capacité de me faire livrer 10 robots supplémentaires et de les avoir pour une durée d'un mois, par exemple. Et après, ils repartent chez le fournisseur. D'accord. Donc il y a ces phénomènes qui arrivent aussi sur le marché qui font que y aller, c'est moins risqué que par le passé. D'accord. On n'en parle pas beaucoup parce que finalement, ce n'est pas la partie la plus visible, mais toute la partie informatique, le WCS que vous avez développé, ça aussi, c'est capital, je dirais. C'est capital parce que toutes les solutions qu'on a autour de la table, il y a certes du hardware, il y a certes un robot avec sa batterie, etc., une intelligence qui va faire qu'il va venir surcharger quand il en a besoin. Mais ce qui va amener de la performance, c'est le réordonnancement des missions, et ça, c'est le soft. Et donc, c'est dans les logiciels qui sont développés, que AutoStore a développé, que Scalog, que nous-mêmes nous développons, qu'on va retrouver cette intelligence et qui, en finalité, va faire que la solution va être performante. Ce n'est pas le robot tout seul. Je me souviens, quand Scalog a développé ses premiers robots, je me souviens, Olivier, tu me disais, finalement, le robot, c'est bien, mais c'est surtout l'intelligence qu'il y a derrière, quoi. C'est ça qui est... des petits robots comme ça, on en avait déjà vu, mais... Clairement, il suffit de voir dans nos équipes R&D, 60-70% des équipes sont des personnes qui sont axées sur le software. On a énormément de nouvelles demandes, usages qui sont poussés par nos clients et qui concernent notre propre WCS. Parce que nous, on va effectivement avoir une couche, la partie robotique qui va avoir seulement comme usage de déplacer les armoires d'un point à un point B. Ensuite, on a une gestion de flotte de ces machines. Et encore au-dessus, on va avoir toute la partie WCS qui va gérer les emplacements de stockage, les process de préparation, d'inventaire, etc. Donc, on arrive à offrir une solution vraiment globale à notre client. Et
Et commercialement, en fait, même dans toute la démarche commerciale, tout le temps qui est passé à dessiner la solution est passé sur la partie software, entre à la fois les interfaces entre le client et nous et les process qu'on va mettre en place. C'est ça qui donne la valeur d'une solution d'automatisation. Ça reste une solution, pas vendre juste une machine pour déplacer une charge d'un point A à un point B. Oui. Lionel, non, vous non. Okay. Alors, à l'intention de ceux qui nous regardent, comment un projet d'automatisation se gère? Quelles sont les bonnes questions à se poser et comment finalement choisir la bonne solution, choisir le bon intégrateur, le bon équipementier? Voilà. Comment ça se gère un projet comme ça? Alors justement, Lionel, parce que bon, vous êtes utilisateur, j'imagine que à chaque fois que se pose pour vous ce sujet, vous devez vous poser cette question-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, je vais quand même revenir sur les problématiques de ROI, mais tout part d'un besoin client avec des volumes associés à des volumes. Et effectivement, dans le monde du 3PL, on va être rapidement confronté à cette question qui est: ai-je suffisamment de volume pour obtenir des gains de productivité qui permettent de financer mon installation? On parlait de contrat de 3 ans, on a des clients qui ont confiance en nous, qui ont confiance dans vos solutions, et on arrive à contractualiser bien au-delà. Aujourd'hui, on a des contrats de 5 ans et même du 5+5. Des fois, c'est vos clients qui vous demandent d'automatiser? Des fois, c'est certains clients. Dans le monde de la beauty, on a un client qui est très content d'AutoStore et qui nous demande dès qu'on peut de mettre de l'AutoStore. Donc, c'est des choses qui vont probablement se développer dans les 12 prochains mois en France. Donc oui, ça arrive. On a des clients qui sont contents d'une solution, qui aussi associent la technologie à leur image de marque et qui réclament la solution. Voilà. Mais bon, pour en revenir à la question, effectivement, le choix de l'automatisation, c'est d'abord être capable de répondre à un volume, à un flux d'activité, en un minimum de surface. Et déjà, en fonction de cette adéquation, certains systèmes vont permettre ou pas de répondre à cette première problématique, au-delà de la partie ROI. Ensuite, ce qui va guider nos choix, et mes collègues autour de la table sont bien au fait de tout ça, c'est le profil des commandes. Que va-t-on livrer? Est-ce qu'on va livrer du client B2C? Est-ce qu'on va livrer du client du retailer? Combien j'ai de lignes par commande? Quelle est la proportion de commandes mono-order? Sont autant de problématiques qui font que on va pouvoir pencher pour une solution plus ou moins adaptée. Il y a aussi la largeur d'offre. La profondeur de l'offre. Si on a des produits, si on a très peu de produits qui font beaucoup de volume, on va s'orienter vers des solutions de massification où les produits de classe A sont favorisés. A contrario, si on a une largeur d'offre énorme, où on va sortir 10, 15, 20, 30 000 références différentes par jour, avec en moyenne 1 à 2 pièces, on va s'orienter vers d'autres solutions comme le Scalog permet de le faire, puisqu'on avait plutôt l'habitude, au démarrage de ces concepts, d'utiliser la philosophie Scalog plus pour les classes C. Mais finalement, quand on se retrouve dans un entrepôt B2C... Donc, faible rotation. Faible rotation. Mais finalement, quand on se retrouve dans un entrepôt d'une grande marketplace, comme pourrait l'être Amazon ou Zalando, on va se rendre compte que finalement cette technologie est super adaptée. Voilà, tout simplement. Et donc, je finirai quand même par le ROI, mais au regard de toutes de tous ces critères, la surface, la densification nécessaire, le coût de la surface, le profil des commandes, le takt time attendu par le client, on va choisir plus ou moins une ou l'autre technologie. Et en final, ce qui fait juge de paix, c'est le business plan qu'on va rédiger. Et on peut être amené à rédiger un business plan manuel, un business plan avec une solution automatisée A, un business plan avec une solution automatisée B. Et au regard de la durée de contrat, des volumes attendus, de la confiance qu'on a dans les prévisions du client, on va choisir une solution qui
qui rentrent dans nos standards de ROI, parce que malgré tout, on a un actionnaire à satisfaire, en plus de nos clients. Mais j'allais dire, au-delà du ROI, est-ce que ça ne vous donne pas aussi un avantage concurrentiel? Est-ce que ce n'est pas un atout supplémentaire, finalement, pour conquérir des parts de marché? Incontestablement. Incontestablement. Les clients sont rassurés quand ils voient qu'on a un certain nombre de technologies d'automatisation, qu'on en a différentes, parce que si on n'en avait qu'une, ils pourraient se demander si est-ce que cette solution est réellement adaptée. Donc plus on en a et plus on en a de différentes, plus on démontre qu'on sait faire, qu'on sait adapter la solution technique à leurs besoins réels. Et effectivement, en termes d'image de marque, c'est plus gratifiant d'avoir un partenariat avec un prestataire qui maîtrise l'automatisation, et qui sait la déployer, qui sait bien l'opérer, qu'avec un partenaire qui le fait de manière classique. En tant qu'intégrateur, vous vous retrouvez un petit peu dans cette démarche Complètement, oui. Complètement. C'est une certitude. Après, pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on choisit, moi j'ai plus resté sur ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les robots AMR. Et une des premières questions à se poser, c'est la safety. C'est est-ce que le constructeur, les robots que je teste, est-ce qu'ils sont sur les dernières normes, est-ce qu'ils les respectent? Puisque là, je suis avec des humains autour de moi et voilà, si je les mets en place et qu'ils ne respectent pas toutes les normes, je peux avoir des problèmes derrière, en cas d'accident. Ça me paraît essentiel. Et puis après, il faut regarder je dirais la capacité à pouvoir réutiliser ces robots sur d'autres usages. Est-ce que je peux facilement, ce qu'on appelle un top, c'est le meuble qu'on vient de mettre par-dessus, est-ce que je peux facilement le changer? Est-ce que mon intégrateur, il a déjà l'habitude de le faire, il a la maîtrise logicielle aussi de cette solution? Ça me paraît des points importants. Et c'est sur ces critères-là que vous choisissez vos partenaires? Mais, oui, moi en tant que boîte, moi je suis éditeur de logiciel. Aujourd'hui, vous travaillez avec... nous aujourd'hui, on travaille avec un Français, Cocorico, on travaille avec Sherpa Mobile Robotics, donc qui développe ses propres robots. Non, pas de Chinois. On ira peut-être avec un Américain. On regarde. Aujourd'hui, l'idée à notre niveau, c'est de pouvoir proposer à nos clients différentes solutions de robots AMR. Pourquoi? Parce que certains sont plus performants dans des domaines. Et puis, ils sont moins adaptés sur d'autres, soit en termes d'encombrement, soit en termes je disais, des meubles qu'on peut utiliser avec. Donc ça, c'est des critères qui sont importants pour nous. D'accord. Voilà. Et puis, le maintien en condition opérationnelle aussi. Est-ce que la maintenance, parce qu'effectivement, c'est un point important. Olivier, vous l'avez non, si je peux compléter, effectivement, sur le choix de la solution technique. Ça passe évidemment par une analyse fine de l'activité du client par le client, mais aussi par le fournisseur, parce qu'en fait, souvent, on demande au client de bien connaître son activité, mais il faut aussi que le fournisseur ait cette capacité de bien analyser l'activité du client et du coup de proposer la solution adaptée. Et simplement aussi pour revenir sur un point que vous disiez au départ, c'est vrai qu'on nous a collé une étiquette Scalog comme qu'on était une solution faite pour des classes C. C'est vrai effectivement dans certains schémas quand on va effectivement pousser des solutions, on va proposer plutôt la solution là où elle est pertinente sur des faibles rotations et préconiser aux clients de garder une préparation manuelle sur des fortes rotations. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'avoir plein de systèmes où on va avoir l'intégralité des références dans le système. C'était le cas de tous les Good2Mans au début. Tout à fait, Et puis si on regarde Amazon qui utilise cette technologie-là, ils l'utilisent pour l'ensemble de leurs références, parce que classe B, C, A, B, C, d'un client à un autre, ça ne dit pas la même chose. Voilà. Et puis, finalement, la robotisation, c'est quelque chose d'assez, même si ça a quelques années, mais c'est quand même assez récent. Et je pense que tous les clients n'ont pas la maturité de toutes les connaître et de savoir ce qu'elles peuvent leur apporter. Après, il y a des cabinets de conseil qui existent à ce niveau-là, et je pense que c'est bien aussi de se faire accompagner pour avoir étudié les bonnes solutions sur une problématique donnée. Alors, les 3PL ont plus l'habitude parce que c'est leur métier à 100%, mais il y a tous ceux qui font leur propre logistique en propre. Je pense que c'est un peu compliqué de s'y retrouver aujourd'hui et il y a besoin de se faire aider.
Ouais, je pense que c'est vraiment un des points clés, ça. Non seulement en amont dans la sélection, mais aussi après dans la mise en œuvre. Parce que sur les opérations, ça a quand même un impact important. Oui. Et la conduite du changement, l'humain, là, reste un facteur clé à prendre en compte. Ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit tout à l'heure, entre autres, c'est justement cette part de l'humain et le fait que finalement, mettre en place l'automatisation, ça permet aussi de valoriser les collaborateurs qui travaillent dans un environnement, je dirais, techno, et peut-être aussi un atout pour attirer recruter dans une période où finalement il y a une tension assez forte sur l'emploi dans ce domaine-là. Tout à fait. Tout à fait. Ça s'évertue à la fois d'améliorer l'employabilité des personnels à faible qualification, mais d'améliorer fortement l'attractivité de nos métiers et l'attractivité de l'entreprise pour des métiers de pilote de flux, d'ingénieurs. C'est des métiers sur lesquels on a du mal à recruter, y compris sur la maintenance des systèmes automatisés. Oui. Concernant les critères, d'ailleurs, je n'ai pas terminé parce qu'il y a un certain nombre de critères aussi dans le choix de l'automatisation. Donc, effectivement, la facilité pour maintenir le système et la facilité aussi pour le faire évoluer. Aujourd'hui, les solutions qui nous sont proposées tendent à simplifier toutes ces actions. Pour améliorer ou pour faire évoluer les flux, il suffit de rajouter des robots dans vos 3 technos. Et dans certaines technos, il suffit de rajouter des allées, des mâts, et ça peut fonctionner. Donc, il y a l'évolutivité du système qui fait partie des critères, et il y a effectivement la maintenabilité, et enfin les délais d'installation, qui sont aussi importants. Alors, désolé d'avoir fait cette digression autour de la partie RH, mais voilà quels sont effectivement nos critères de sélection au-delà du besoin client. Si on se projette un petit peu dans l'avenir, comment vous voyez évoluer ce secteur de l'automatisation? Quels sont les technos qui... Est-ce que la robotique, par exemple, va être aussi quelque chose qui va maintenant se généraliser un petit peu dans des solutions automatisées, dans les entrepôts? Vous voyez l'intelligence artificielle aussi, comment elle va prendre sa place dans ces organisations? Bon, si je peux y répondre, je pense qu'effectivement l'entrepôt va certainement évoluer vers 2 axes pour moi, soit des entrepôts complètement centralisés avec des très grosses plateformes comme on voit avec Amazon et autres, ou des petits entrepôts avec un maillage très fort autour des grandes agglomérations pour être en capacité de livrer de façon très rapide le consommateur. En quelques heures, maintenant, c'est vraiment ce qui est imposé par certains. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous voyez apparaître, ça? On le voit, dans certains secteurs, effectivement, on a une demande très forte là-dessus de lead time, d'avoir une solution qui soit capable de passer des pics d'activité et en même temps traiter beaucoup de commandes. Donc, ils cherchent à la fois des solutions à la fois agiles qui leur permettent de le mettre dans un garage, là, on a un exemple d'un client en Suisse qui l'a installé dans une ancienne cave à vin. Donc, on réutilise des surfaces qui ne sont plus utiles ou qui sont laissées à l'abandon pour les transformer en entrepôt logistique. Je crois que le secteur de l'immobilier logistique a explosé ces dernières années et va clairement évoluer et donc a besoin de solutions vers des surfaces de proximité comme ça, avec des solutions automatisées pour permettre de densifier les références et puis d'accélérer la préparation de commandes. Tout à fait, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on voit aussi avec les dark stores. Oui, complètement. Je rejoins Olivier sur le sujet. Ces petites surfaces qu'il faut rapidement automatiser pour répondre à une demande de plus en plus rapide. Alors, on a vu l'émergence du quick commerce notamment. Sur Paris, avec je ne sais plus combien d'acteurs, 11 aujourd'hui, avec une demande très très courte. Aujourd'hui, c'est des acteurs qui ne sont pas automatisés. Pour l'instant, leur priorité, c'est de prendre le terrain. Mais à un moment donné, leurs actionnaires vont leur demander une certaine rentabilité aussi, et je pense que ça passera par de l'automatisation. En complément aussi, je pense sur les petites surfaces, on voit le secteur va innover. Je pense que dans le domaine des températures, en fait, c'est impulsé pas mal par la grande distribution, d'ailleurs, qui a énormément de contraintes, l'alimentaire.
qui va jouer avec des contraintes de péremption, des contraintes de température, des contraintes de pic d'activité. On parlait du Black Friday tout à l'heure. Et toutes ces contraintes, les acteurs de la robotisation et de la logistique vont petit à petit les intégrer et donner la capacité à nos solutions de pouvoir les traiter. Sur les critères, peut-être pourrions-nous revenir sur les raisons qui poussent les entreprises à automatiser. Est-ce qu'on a vraiment abordé tous les critères, notamment en termes de performance? Est-ce que ces critères de performance vont évoluer dans les années qui viennent? Est-ce que les solutions vont être encore plus rapides, plus fiables, plus... Je ne sais pas si en fait il faut vraiment chercher à vouloir pousser au maximum la productivité des opérateurs. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'on préconise le plus à nos clients. L'idée, c'est vraiment de trouver le bon ajustement entre une productivité raisonnée et un investissement raisonné également, qui permet in fine d'avoir un ROI et qui justifie de mettre de l'automatisation. Vouloir à tout prix pousser en fait de la productivité pour de la productivité, c'est bon, déjà je pense que le client va avoir son RSE qui va lui tomber dessus, donc c'est pas il y a vraiment des gains au-delà de la productivité. On en parlait au début, même si effectivement la productivité est un élément essentiel. Derrière, il y a tous les aspects d'ergonomie de travail. Nous, nos premiers clients qui se sont équipés de Scalog, au tout début, n'avaient pas nécessairement des zones immenses de préparation. Il y avait beaucoup de marches où il y avait énormément de temps réduit. Par contre, on a en travaillant énormément sur les postes de préparation, on a apporté aux clients, à l'opérateur, beaucoup plus d'ergonomie et puis surtout de la capacité de traiter une multitude de commandes en même temps, chose qui n'était pas possible en fait en manuel. Ce qui est frappant aussi, si je reprends l'exemple de Scalog, c'est qu'on voit des petites entreprises, des PME. Il y a des PME qui s'automatisent, des moyennes, des grandes. Enfin, ça, maintenant, le critère de la taille n'est plus vraiment rédhibitoire. Enfin, on peut... Ça, je reviens sur ce que tout secteur d'activité, aussi bien l'industrie que la distribution, le retail, l'e-commerce. Ça rejoint ce que je disais en préambule sur, effectivement, il y a un certain nombre de freins qui ont été levés par les nouvelles technologies. C'est pas pour autant que en fait, ces entreprises ne voulaient pas s'automatiser il y a 5-10 ans. C'est simplement qu'elles regardaient les solutions qui étaient proposées et c'était pas adapté, le ROI était trop long ou alors c'était beaucoup trop rigide pour leur activité. Donc maintenant, elles s'y mettent parce qu'effectivement, on a des nouvelles solutions qui émergent et qui répondent à ces problématiques-là. Ouais. Pour fixer les esprits, il y a des marques qu'on peut citer d'entreprises que vous avez automatisées avec la solution Scalog. Je sais qu'il y en a, vous avez communiqué sur certaines sociétés industrielles, Airbus. Oui, on travaille alors dans l'industrie avec Airbus, Thales, Safran, des sociétés comme ça. Ouais. On travaille également dans le secteur du B2C, on travaille avec Decathlon. On a aussi pas mal de prestataires logistiques. C'est d'ailleurs nos premiers clients étaient des prestataires logistiques parce qu'en fait ils ont vu cette nouvelle technologie, ils se sont dit tiens, on va l'analyser, celle-ci on la connaissait pas. On connaît toutes les autres, BSL notamment qui est le premier client pour son activité de L'Oréal. C'est l'early adopter. Et maintenant effectivement on continue en direct avec L'Oréal avec un certain nombre d'installations en cours. Donc on est dans des secteurs et ce qui est intéressant c'est une diversité de secteurs très élevée. L'industrie pharmaceutique qui effectivement s'automatise beaucoup. Ouais. Et là, on a des nouveaux clients avec des produits dans la semence agricole, par exemple, ou une grosse cave à vin aussi. On a un projet d'automatiser une immense cave à vin. Donc, si vous voulez, c'est très, très varié, tout secteur confondu. Mais globalement, avec des raisons d'automatiser qui sont quand même assez... différentes. Non, assez semblables. Ça rejoint toujours les aspects de productivité, ergonomie, et puis c'est aussi dans l'air du temps de vouloir mettre en place ce type de système. Forcément, il y a un engouement autour. Je vois qu'il est 3h moins le quart. C'est l'heure à laquelle je me tourne en général vers la régie pour demander si nous avons des questions.
Hervé, s'il te plaît. Oui, bonjour Jean-Philippe. Donc, alors, une première question qui est très précise. Dans le cas où nous avons une classe A+, mais également un grand nombre de références, est-il judicieux de ne pas intégrer ces classes A dans les systèmes robotisés? Se pose alors la problématique de fusionner les produits sortant du système robotisé versus le système manuel pour les classes A, A+. Alors, je tourne peut-être en premier vers l'intégrateur. Non, il n'a pas l'air d'être d'être très chaud pour répondre tout de suite, comme ça. On a des cas, Oui. Alors, oui, on a des cas particuliers sur des technologies éprouvées. Oui, une classe A+, qui sort énormément tous les jours avec des volumes qui feraient que, par exemple, tous les jours, on sort l'équivalent du tiers ou du quart des bacs d'un magasin automatisé. Ça n'a peut-être pas de sens de le mettre à l'intérieur d'un magasin automatisé, puisque là, je pense qu'on parle plus d'un magasin automatisé. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, les choix sont faits sur ces catégories de produits, de créer des zones de picking de ces super high runners en amont du magasin automatisé, et on va se servir du magasin automatisé pour servir le reste des références. En général, on se retrouve confronté à ces situations soit sur un client qui a 4, 5 super références, super phares, ou alors en période, en période commerciale, d'action commerciale, comme les fêtes de fin d'année, où on va faire des coffrets de Noël, etc., et où on va avoir une surconsommation de produits. Là, effectivement, ça peut être judicieux de sortir ces fameuses classes A+, AX, vous les appelez comme vous voulez, mais ça peut être plutôt judicieux de les sortir du magasin automatisé pour ne pas être constamment en train de le remplir et de le vider au sein de la même journée. Oui. On va retrouver le point d'ailleurs sur l'alimentaire également. Je pense à des références comme la cristalline, typiquement, c'est une sortie très très forte. Aucun intérêt d'aller la mettre dans un système automatisé d'un point de vue rentabilité. Le débit est trop fort et il n'y aura aucun intérêt. C'est pas un problème technique, c'est un problème économique. Exactement. Tout à fait. ouais. D'accord. On pourrait les intégrer. Mais... Ouais. Est-ce que la formation des agents logistiques à ces nouvelles technologies n'est pas également un challenge ou un enjeu pour les années à venir? Pensez-vous que les formations actuelles de nos jeunes soient adaptées? Qui souhaite répondre, Lionel? Alors, c'est oui et non. Pour la main-d'œuvre directe, clairement, celle qui fait réellement la valeur ajoutée, en tout cas qui met des produits dans des bacs ou dans des cartons, le problème ne se pose pas, puisque justement, la technologie rend fortement accessible le travail. Donc, pour cette part de nos collaborateurs, le problème ne se pose pas. Le problème se pose plus, effectivement, sur nos agents de maintenance, sur les patrons de la maintenance qui doivent organiser une maintenance préventive, curative, corrective, etc. Là, le problème se pose. Et le problème se pose aussi sur nos pilotes de flux. Alors aujourd'hui, un pilote de flux, j'ai plutôt le sentiment que, en tout cas par rapport à nos besoins, sur le marché, les écoles et les formations et aussi les solutions d'alternance nous permettent d'avoir du personnel formé. Pour ma part, je rencontre plus de difficultés, effectivement, sur de l'ingénierie pure et sur de la maintenance de ces systèmes automatisés. Voilà. Donc oui, c'est compliqué et du coup, il y a une pénurie dans les formations, ou en tout cas dans les jeunes qui sortent d'école, une pénurie de compétences pour développer, maintenir ces systèmes automatisés chez les utilisateurs finaux. Oui. Côté équipementier, comment Nous, on a pas mal de clients qui font leur propre maintenance. Et je trouve qu'effectivement, les nouvelles générations appréhendent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement la technologie. Donc, on a beaucoup de clients qui font l'ensemble des tâches et qui arrivent à gérer de façon assez efficace leur propre système, même si c'est des nouvelles technologies auxquelles forcément il y a un niveau de formation, mais parfois c'est même l'opérateur lui-même qui va faire quelques actions de nettoyage de façon... Après, il y a aussi une particularité, c'est que chez nous, on a un pilotage qui est complètement centralisé, donc on voit tout ce qui se passe à distance,
Et donc, je dirais 99% des actions sont faites à distance sans avoir besoin d'intervenir. Ah oui. Donc, on essaye de former au maximum, surtout nos clients qui sont très éloignés. On ne peut pas intervenir physiquement en 24 heures, de les former sur les actions qu'il y a à faire sur place et nous d'avoir tout le pilotage à distance. D'accord. Oui. Avez-vous des données chiffrées sur les tendances d'automatisation des entrepôts sur les dernières années et quelles sont vos projections sur le futur? Je ne sais pas si vous êtes venu avec vos chiffres. Non, on parle d'à peu près 10-11% du marché qui est automatisé. C'est à peu près un chiffre qui ressort. Ouais. Et donc, il est plutôt faible en fait pour la France par rapport à d'autres pays où l'automatisation est beaucoup plus forte. Donc, il y a un potentiel énorme encore pour nos technologies. En tout cas, un marché de la robotisation de la mer qui va exploser dans les prochaines années. Ça, c'est un grand nombre d'études l'annonce. C'est quoi d'ailleurs la différence entre les solutions AMR et puis la solution Scalog? Vous êtes parce qu'on en avait. En fait, la différence, c'est que la solution de Scalog, elle est en zone restreinte. Il n'y a pas d'opérateur au milieu des étagères. Et c'est du Kutztoman, donc c'est les étagères qui viennent à un moment donné sur une sortie. Et là, il y a un opérateur. Les robots AMR, ils sont vraiment au milieu de l'entrepôt, au milieu des humains. Donc il y a une. Du coup, d'ailleurs, enfin, c'est important quand même de le mettre en avant. On aura forcément un engagement plus important de la part d'une société qui est en zone restreinte, parce qu'elle va pouvoir travailler sur l'algorithme de manière très fine. Il n'y a pas d'élément exogène qui vient perturber. Ouais. Lorsqu'on déploie des AMR, forcément, il y a des éléments exogènes qui peuvent arriver. Ouais. Donc il y a aussi un accompagnement auprès du client pour lui faire comprendre qu'il y a certaines zones qui doivent être plus ou moins, même si elles ne sont pas fermées, mais elles doivent être plus en priorité, c'est l'AMR. Si je prends l'exemple d'un AMR, si vous lui avez prévu de lui faire un chemin qui est où il y a des gens qui traversent pour aller à la machine à café, là fatalement l'AMR il va être tout le temps en train de s'arrêter et d'attendre que la personne passe. Et donc là, vous avez des stats qui sont très perturbés. Donc dans un même entrepôt, on peut concevoir par exemple des entrepôts des robots Scalog et puis d'autres types d'AMR. On pourrait très bien imaginer qu'on prépare avec la solution Scalog, on crée derrière une palette, et la palette, en fait, on va la transférer sur une autre zone de l'entrepôt, et là, on utilise un AMR qui va faire le déplacement. D'accord. Ça peut être un cas d'usage. La différence, c'est que dans notre solution, on va vraiment intégrer le stockage qui va être accessible par l'opérateur uniquement dans des zones des stations de préparation. Donc on va, pour garantir des performances de mise à disposition des produits pour préparer les commandes, on va travailler en zone restreinte qui permet aussi d'aller au-delà des vitesses restreintes en zone. Un AMR, quand il va devoir se parquer sur un convoyeur ou autre, il va devoir respecter des contraintes de safety, donc qui lui impose d'être à 0,3 mètres secondes, là où dans notre cas, on préfère faire le choix d'avoir une zone complètement fermée. Et puis d'aller plus vite. Pour aller très vite. Ouais. C'est pour ça que c'est très complémentaire. On pourra même compléter avec un AutoStore sur des zones un peu plus grande hauteur. Voilà. On aura la solution complète. Hervé ? Est-ce qu'aujourd'hui, une solution commune Scalog AutoStore a été mise en place pour un client et si oui, dans quel contexte? Je ne sais pas. Alors, moi je sais parce qu'on va déployer une solution aux États-Unis où il y a les deux, en fait, parce qu'on a un partenaire commun qui s'appelle Bastien et qui déploie effectivement des solutions AutoStore comme des solutions Scalog qu'il n'avait pas dans son portefeuille. Et donc, oui, c'est possible. Ça arrive. Ouais. Et dans ce cas-là, pourquoi on va mettre de l'AutoStore à côté du Scalog? Là, ça va être peut-être justement pour différencier les types de référence. Ça reste un cas particulier parce qu'on n'a pas forcément les mêmes activités. Si vous voulez, c'est pas. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que le client va quand même partir sur une technologie pour sa préparation de commande. Ouais. Là, c'est un cas vraiment particulier où où on est sur des zones de préparation très différentes. Donc, il ne faut pas forcément le prendre comme exemple, mais néanmoins, c'est possible, oui, parce que les deux solutions ont des atouts différents et des modes d'utilisation très différents.
Ouais. Et tout ce petit monde communique, enfin, comment ça se passe au niveau du système d'information? Il y a un système d'information, une couche supérieure qui permet d'orchestrer tout ça? WCS, WMS, ouais. c'est ça. Voilà. Ouais. Ok. Alors, une question qui nous vient du Cameroun cette fois, qui est assez précise aussi. Donc, comment mieux automatiser un entrepôt dans le domaine de la distribution de flux frais pour un client B2C? Et j'élargirais en demandant quelles sont vos recommandations ou les prérequis pour un projet d'automatisation. Voilà, bien. Bonjour déjà à tous nos téléspectateurs camerounais et plus généralement du continent africain. Je sais qu'ils sont toujours assez nombreux à nous regarder. Qui souhaitent répondre? Alors sur l'automatisation dans le domaine de la grande distribution, évidemment, hein, c'est des choses qui se font. Et je dirais que les recommandations ne sont pas forcément spécifiques du secteur. On va retrouver les mêmes qu'on a évoqué tout à l'heure. Se faire accompagner, je pense que c'est un point important. Bien étudier son sujet. On a tous la capacité à faire des simulations, à tester les choses et être force de proposition. Notre intérêt aussi n'est pas d'aller pousser notre solution là où on sait que de toute manière, elle ne répondra pas aux besoins. Donc je pense que oui, le client a tout intérêt à aller faire plusieurs simulations, challenger, se renseigner un peu, se faire son avis. Les solutions sont complémentaires, on le voit, les utilisations ne sont pas forcément sur les mêmes critères. Oui. Sur AutoStore, la densité, par exemple, est un point fort, hein, on l'évoquait, mais la hauteur aussi. Chez Scalog, c'est vrai que dès qu'on est sur des plus petites hauteurs, ils sont complètement, ils ont une vraie pertinence. Là, on n'ira pas, parce qu'on ne s'adaptera pas. Voilà, donc je dirais que c'est les mêmes critères, avec peut-être une complexité supplémentaire qu'on évoquait tout à l'heure sur les contraintes de DLC, de température, d'opérer. La robotisation, elle n'aime pas bien les variations de température, donc du frais, du sec, du surgelé, ça peut jouer beaucoup. Donc ça, c'est des sujets à bien regarder. Mais enfin, vous avez aussi des références dans le domaine du frais? Oui, complètement. Oui, aujourd'hui, on opère sur ces températures-là. Oui. Aussi, pareil. Enfin. Alors, une dernière question. Dans le cas de logistique prestée, qui porte l'investissement en général et qui porte les coûts projets associés aux études préalables? Alors, ça, c'est une question pour Arvato. Donc, en général, après tout dépend le modèle de tout un chacun, mais en général, c'est le prestataire logistique qui porte les investissements. C'est le prestataire logistique qui porte aussi ce qu'on appelle les one-off, en tout cas les coûts de projet, les coûts d'implémentation. Après, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui coûte à un prestataire est au final payé par le client d'une manière ou d'une autre. Donc, soit le client va le payer sous forme d'amortissement ventilé dans ses unités d'œuvre, soit il va payer une partie en fixe immédiatement, soit il va en payer dans un forfait mensuel. Là, l'objet, c'est juste de discuter avec le client, de voir quel est le meilleur compromis pour lui dans le montage financier des coûts et de la grille. Mais en général, c'est le prestataire logistique qui porte, adossé à un contrat qui garantit quand même un minimum de volume, et le client finira de toute manière par payer. Mais on voit de plus en plus de clients effectivement qui poussent les prestataires à automatiser et puis qui parfois, enfin même de plus en plus, portent l'investissement. Enfin, c'est vraiment une observation que, de mon point de vue, où je vois de plus en plus effectivement de cas où c'est plus le prestataire qui porte l'investissement, c'est le client final. Ouais. Intéressant. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez que l'Allemagne était plus en avance que la France pour l'automatisation. Est-ce que vous avez des sites qui sont automatisés néanmoins en France? Oui, on a de l'automatisation en région parisienne, mais sur des systèmes de convoyeurs à gare, de pick by light qui sont beaucoup plus classiques, avec aussi du formage de carton, de la réduction, de la fermeture, hein, parce que on parlait beaucoup de magasins automatisés, mais l'automatisation, c'est pas que ça. Oui. Là, on parle plus de mécanisation en général. Voilà. Ouais. Et de systèmes aussi automatiques d'emballage. Et
on a aussi dans le domaine de l'entertainment, de la gestion de disques, un AKL sur Hatton, dans l'est de la France. D'accord. Voilà. Et en pharma, il n'y a pas de site automatisé en France? Alors mécanisé en France, Mécanisé, si, oui. mécanisé et automatisé en Allemagne, Allemagne. et aussi qu'on est en train d'ouvrir aux États-Unis et à Genep aux Pays-Bas. D'accord. Mais vous avez des grandes ambitions en France, j'ai cru comprendre. Donc, Exactement. sans doute, dans un proche avenir, des ouvertures de sites qui seront automatisées ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas, mais en tous les cas... Prochainement, effectivement, nous aurons des démarrages dans le domaine de la beauty sur des produits que mon cher collègue connaît très bien et sur lesquels on aura besoin d'un certain nombre de services et de moyens automatisés, en effet. Très bien, un grand merci pour votre contribution à ce débat. C'était très intéressant. Ce qui était surtout très intéressant, c'est que c'était très complémentaire. Hein. On a eu vraiment un éclairage de l'intégrateur, de fournisseur de solutions, un utilisateur, la personne de Lionel Javon. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardés, d'avoir été attentifs à ce débat. Merci pour votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau plateau sur Supply Chain Village.